Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que les pilotes et les équipes étaient plutôt énervés et fatigués à la fin de ce Grand Prix d'Autriche. Je suppose que c'est parce qu'on a fait notre premier triple header de la saison, 3 Grands Prix d'affilée, et donc ça s'est un petit peu ressenti sur la course. Il y avait de l'énervement, il y avait de la fatigue, bon c'était pas facile. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Autriche 2021, c'est parti. Première réaction, on va parler de celui qui pour moi a fait probablement l'une des plus belles courses de ce week-end, si ce n'est la plus belle course je trouve, après c'est une appréciation personnelle, vous me connaissez. On va parler de Carlos Sainz qui a pris un pari stratégique qui ne pouvait fonctionner que si et seulement si il limitait pas mal la casse dès le début du Grand Prix. Ouais, dès le début de course, il fallait limiter de ouf la casse. En fait, tout le monde partait soit en soft, soit en médium. Il y en avait quelques-uns en soft, mais beaucoup en médium. Sainz prend le pari de partir en hard, et forcément, au départ, il allait se faire fumer par tous ceux qui avaient des gommes plus tendres que lui, et il a perdu quelques places. Bon, alors ça, plutôt normal entre guillemets. Début de course derrière, la Williams de George Russell, qui dépasse seulement au 11e tour, donc il a mis du temps. Et derrière, c'est de la patience et du rythme pour emmener le plus loin possible ses pneus. En fait, en s'arrêtant plus tard, il a évité beaucoup de trafic, il n'a pas eu besoin de dépasser, etc. Et en fait, il a simplement eu à suivre les voitures qu'il avait devant lui, qui étaient de toute façon un petit peu plus rapides, donc au final, ça l'aidait presque, plus que ça ne le dérangeait. C'est une fois qu'il a mis les médiums que son sprint final s'est véritablement déclenché, et là, il avait à dépasser une ou deux voitures. En fait, finalement, c'est un petit peu la stratégie inverse de la tête du peloton, avec des Bottas, des Norris, des Verstappen. Alors même si Verstappen, il a fait deux arrêts au lieu d'un seul, mais il a fait finalement la stratégie inverse. Pour ceux qui partaient en soft, en revanche, on va en parler, ça a été beaucoup plus compliqué, et je pense notamment à Pierre Gasly. Quoi qu'il arrive, fallait faire 2 arrêts au stand avec cette stratégie là. Dans tous les cas, ça a remis des hards, car je suppose qu'il n'avait plus de pneus médium neufs pour la course. Je pense aussi qu'on a espéré faire un seul arrêt en partant en soft, mais clairement ça n'était pas possible. En fait, le gros problème de partir en soft quand tout le monde est en médium ou en hard, c'est que vous allez être les premiers à vous arrêter avec les softs, et surtout derrière, quand vous arrêtez, tout le monde vous dépasse. Et pour reprendre, entre guillemets, la place que vous avez laissée, faut aller sur le dépassement, et les voitures que vous avez devant vous sont pas beaucoup plus lentes que vous. Donc du coup, ça devient difficile et vous avez du trafic, vous perdez du temps dans les batailles, etc. Ce qui fait que, effectivement, c'est pour ça que Pierre Gasly, parti 6e, a finalement terminé 9e. Pour finir à la meilleure place d'une course, faut la boucler le plus rapidement possible, et pour cela, faut éviter les batailles. Que vous dépassiez facilement ou non, dépasser, ça vous fait quand même perdre un petit peu de temps. Alors forcément, on va parler un petit peu de la consigne de chez Ferrari, parce que généralement, quand on a une consigne d'équipe, on crée au scandale, etc. Là, pour le coup, c'était extrêmement bien joué pour leur course, pour leur championnat. Norris, il était en phase pour essayer d'aller chercher un podium, donc de très gros points. Leclerc avait du mal à dépasser Daniel Ricciardo, et on avait un Carlos Sainz en médium 9, donc on s'est dit... Let's go, peut-être qu'on peut aller chercher et Daniel Ricciardo et peut-être Sergio Pérez qui a 10 secondes de pénalité. Leclerc laisse passer Sainz, Sainz dépasse Ricciardo et arrive quand même à aller chercher Sergio Pérez, donc très bon call de la part de Ferrari, très bon move aussi de Charles Leclerc. Là on a joué la stratégie d'équipe, c'est très bien joué. Leclerc a eu des petits soucis avec un Sergio Pérez, qui fait que la course a été un petit peu plus compliquée pour lui, mais dans l'ensemble le calcul a été vite fait, ça a été bien fait, et même Ferrari dans l'ensemble a fait une très bonne stratégie sur l'ensemble de cette course, que ce soit pour Leclerc ou pour Sainz, ça a pas mal maximisé la chose, donc bravo Ferrari. Deuxième réaction, les week-ends s'enchaînent et se ressemblent malheureusement. Oui, on va parler de George Russell. Alors quand c'est pas la mécanique qui foire, forcément faut qu'il tombe sur le gars sur lequel faut pas tomber. Pilote d'expérience, attaquant né, double champion du monde, l'un des meilleurs pilotes des temps modernes de la Formule 1. Voiture un peu plus rapide aussi. Non, là, c'était tout sauf sur Fernando Alonso qu'il fallait tomber. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Grosse bataille, très belle bataille, très belle défense de George Russell, qui montre une nouvelle fois l'étendue de son talent, mais trop c'est trop, et c'est là où on peut en vouloir un petit peu aux 3 zones de DRS sur ce circuit qui sont peut-être un chouïa too much, mais bon, c'est la course, c'est comme ça. En soi, ça fait beaucoup de bien d'avoir vu Russell se battre
oui, se battre tout simplement en course dans le peloton pour des points, car jusqu'à présent et depuis 2 ans, sauf fait de courses exceptionnelles, comme on a déjà eu, il était habitué au fond de peloton et ne faisait quasiment aucune bataille tellement la voiture était loin. Là, il a toujours une charrette, mais il peut se battre avec sa charrette dans le peloton. Alors le voir se battre comme ça lui permet aussi de marquer des points pour Mercedes et le deuxième baquet de 2022, puisque Lewis Hamilton a re-signé pour 2022-2023. En combat rapproché, le petit George Russell, il est propre, un petit peu agressif, il se laisse pas faire, un petit peu à l'inverse d'un Valtteri Bottas qui a tendance à être toujours un petit peu beaucoup trop prudent, même je dirais, que ce soit dans ses attaques ou ses défenses. Alors bon, ça a du bien parce qu'au moins Bottas il finit rarement les 4 fers en l'air comme on dit. J'en profite pour parler de la mésentente entre Alonso et Vettel en qualification. Alonso était absolument fou de rage, on peut le comprendre, car sa voiture avait le potentiel d'être beaucoup plus haut sur la grille de départ, mais est-ce que c'est un mal pour un bien, car il serait parti en soft et on a vu que ce n'était pas la stratégie qui a fonctionné. Bref, Vettel avait ralenti pour préparer son tour, mais 3 voitures le dépassent dans le secteur 2, 4 voitures dans le secteur 3, et toutes ces voitures qui l'ont dépassé ont ralenti fortement en arrivant au virage 9 pour préparer leur tour. Du coup, Vettel a été le dindon de la farce et c'est Alonso qui se cogne sur lui. Bon alors, je sais pas ce qu'a foutu la FIA là-dessus, mais c'est totalement intolérable. Bombarder dans le premier et le deuxième secteur pour derrière s'arrêter littéralement dans le troisième secteur et avoir un départ de voiture en vacances, quoi, le péage de Saint-Arnoux, le truc, c'est absolument intolérable, sachant que derrière le circuit, il se fait assez rapidement, 1 minute 06 à peu près, 0,5. T'as un Alonso et d'autres voitures qui arrivent à 250 par rapport à des pilotes qui roulent à 30 km/h. Le différentiel de vitesse est tellement abyssal que ça peut très mal se terminer. Visiblement, on va falloir qu'on attende qu'il y ait un pilote qui se satellise sur un autre pour qu'on fasse peut-être quelque chose. Je pensais, alors vous me direz dans les commentaires si c'est le cas, je ne sais pas si c'est une idée ou si ça a été vraiment appliqué, mais le troisième secteur, on devait faire un temps minimum pour pas prendre une pénalité. Alors je sais pas si ça a été, je pense pas que ça a été appliqué du coup au Grand Prix d'Autriche, mais je sais pas si c'est quelque chose qui a déjà été fait ou si c'est simplement une idée. Voilà, vous me direz dans les commentaires ce que vous en pensez. Troisième réaction, on va parler du combat des pilotes numéro 2, avantage Valtteri Bottas. Alors oui, alors là Bottas, je suis désolé de vous le dire, mais il n'y a presque rien à dire entre guillemets. Il a fait le job minimum entre guillemets qu'on lui a demandé, ou en tout cas le job qu'on lui demande de manière assez régulière, c'est pourquoi on l'a signé tout simplement. Alors il faut savoir, chez moi j'ai l'impression que Valtteri Bottas c'est pas un pilote, c'est plutôt un concept fluctuant qui varie comme ça de mois en mois, d'année après année. Voilà. Alors l'année dernière quand Mercedes dominait encore la Formule 1, était encore devant, on avait un petit peu la frustration de ne pas avoir un combat entre Hamilton et Bottas, d'avoir un Bottas un peu mou qui pouvait rien faire avec la meilleure voiture du plateau. Il a eu quand même quelques sursauts d'ego l'année dernière et s'est mis quelques fois en position un peu de conquérant mentalement et physiquement parlant l'année dernière. Je vous l'avais déjà dit plein de fois et qu'il fallait que ça continue pour qu'il puisse prétendre à aller chercher le titre, on va dire, mais c'était loin d'être suffisant. Alors cette année, oui, il y a eu une bataille avec Red Bull, donc la mayonnaise est pas la même. Et alors, faut step up pour Valtteri Bottas quand Lewis Hamilton ne peut pas être devant ou quand il a un problème. C'était le cas hier, Hamilton avait des problèmes sur sa voiture je crois, et donc du coup il avait pas le rythme. Et bah Bottas est arrivé et c'était nickel. Impossible d'aller chercher la win quoi qu'il arrive, Hamilton ne serait pas non plus allé chercher Supermax de toute façon, donc finalement le job a été fait à 100% pour Valtteri Bottas. Mais j'ai envie de vous dire presque sans plus. Est-ce qu'on attend encore beaucoup? Est-ce qu'on attend plus de lui? Je sais pas. Vraiment, c'est là aussi, question dans les commentaires, vous me répondrez, vous me direz. Pérez, hier en revanche, lui, il a tout fait à l'envers pour le coup, du début à la fin, même si au final, il s'en est quand même pas trop mal sorti pour le coup. Alors honnêtement, même si c'était du beau spectacle que de tenter par l'extérieur sur Lando Norris en début de course à la relance là, de la safety car, je suis pas sûr que c'était la bonne option. Enfin, alors oui, du coup, c'était pas la bonne option, mais je pense que c'était pas la bonne approche pour tenter de dépasser Lando Norris. C'était peut-être un petit peu trop fort. On fait ce genre de dépassement en fin de Grand Prix, pas en début de Grand Prix, je pense. Course gâchée, remontée compliquée, quelques gros points en moins pour Red Bull qui avait clairement la meilleure voiture ce week-end, c'est dommage. Avant de parler des pénalités, l'attaque de Pérez sur Norris est très belle, un petit peu trop risquée à mon goût. Sa première défense sur Leclerc, il freine tard, s'ouvre massivement avec une touchette sur Leclerc. Bon, pas cool, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Et la deuxième défense sur Leclerc, il chope un gros coup de survirage qui doit probablement toucher et élargir Leclerc.
Alors je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que j'aime bien ça et vous me connaissez. On est un petit peu au-delà de la limite de ce que peut faire la voiture et de ce que peut faire le pilote, donc c'est vous dire qu'on est vraiment pleine balle, comme on dit. Il n'y avait absolument aucune intention de la part de Pérez de vouloir absolument sortir Leclerc, de le mettre dans le bac à sable, machin, etc. Non, il n'y avait pas d'agressivité dans ce sens-là. De toute façon, c'est pas une constante hein, chez Pérez que de vouloir sortir les autres. Ça l'a peut-être été un petit peu, on va dire, il y a quelques années, mais depuis le début de saison, il fait vraiment un super début de saison, Sergio Pérez, donc voilà, ça arrive de passer à côté d'une course, de faire les choses un peu à l'envers. Bon bah voilà, personne n'est parfait, les pilotes de Formule 1 non plus, c'est comme ça arrive. Quatrième réaction, on va parler du pénalité Grand Prix d'Autriche 2021, parce que c'est le nouveau nom de ce Grand Prix, c'est pas possible autrement. C'est démoralisant, c'est une vanne, c'est une blague, quoi. Je sais pas quoi veut dire, c'est... Ça a été mais n'importe quoi. Les track limits, il y en a eu à foison. Même sur iRacing, on n'ose pas faire ça. Le double drapeau jaune à la fin de la course à cause du crash de Vettel et de Raikkonen, quasiment personne l'a respecté. Il y a une liste longue comme ça de voitures qui ont été convoquées chez les commissaires pour dire ah bah frérot, t'as pas relâché. Double drapeau jaune, t'es censé pouvoir t'arrêter. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Les 5 secondes de pénalité. Bah oui, on attendait la pluie humide. Non, on a eu une pluie de 5 secondes de pénalité. Alors c'est pas la même pluie, c'est une pluie différente, peut-être pas aussi appréciable que la pluie normale. Et puis bon, je vais pas vous parler de Yuki Tsunoda qui déjà, alors la première fois quand il rentre dans les stands, qui mord la ligne, tu te dis bon, pas top. On t'apprend ça depuis le karting qu'il faut pas mordre la ligne blanche comme ça. Le faire 2 fois pendant le Grand Prix, non là c'est un peu du foutage de gueule quand même, hein, on va pas se le cacher. Bon alors je suppose que vous êtes aussi là pour les fameux cas litigieux incluant un certain monsieur Sergio Pérez et on va en parler un petit peu en long, en large et en travers et je pense que je vous ferai même peut-être une vidéo dessus, en tout cas qui parlera justement des attaques et des défenses que je dois vous faire depuis à peu près 1 an je pense. Donc bref, passons à ça. Alors ce virage 4, j'arrive pas à comprendre que les pilotes ne se soient pas fait une raison que en F1, par l'extérieur, ça ne passe pas et qu'avec ces voitures aussi larges, bah c'est juste pas possible depuis des années. Le virage fait qu'on peut emmener beaucoup de vitesse en entrée par l'extérieur, on est en descente et il y a miraculeusement pas mal de grippe sur l'extérieur. À l'intérieur, généralement, on va choper pas mal de sous-virages et comme le virage s'ouvre, et bah pour essayer de mettre fin à ce sous-virage, on va débraquer au maximum, accélérer le plus tôt possible et prier pour que l'appui de la voiture revienne et redonne du grip pour pas finir dans le bac à sable. Donc quoi qu'il arrive, en fait, la trajectoire normale, la trajectoire de course, la racing line comme on dit, ne va laisser absolument que très peu d'espace pour quelqu'un à l'extérieur. Parce que la trajectoire de course fait qu'on est obligé d'aller à l'extérieur, on se fait emmener à l'extérieur à la sortie du virage. C'est encore plus flagrant quand on voit l'action l'année dernière entre Lewis Hamilton et Alexander Albon. Hamilton il a sous-viré comme un énorme porc comme on dit et ça avait mis Alexander Albon en tête à queue. Donc en fait que vous soyez roue contre roue ou le pilote devant, le pilote qui est à l'intérieur, il a de grandes chances, pas forcément parce qu'il le veut, il a de grandes chances de soit vous mettre en tête à queue, soit de au moins vous mettre 2 roues dans le bac à sable, parce qu'il ne pourra pas faire autrement. Dépasser par l'extérieur à cet endroit, c'est donc non seulement très difficile, mais surtout très risqué. Et en fait, bah, y a un truc que je comprends pas, c'est qu'il y a 2 ans, quand Verstappen met un coup de roue à Leclerc et le pousse en dehors du circuit pour la win, aucune sanction. C'était le fameux « laissons-les courir », le fameux « let them race ». Très bien, pas de souci, moi je suis preneur, j'adore ça. Les grands prix suivants ont été agressifs, on a eu des contacts roue contre roue, un peu au-delà des limites de la piste, mais dans l'ensemble, c'était agressif, c'est ça qu'on avait envie de voir. En France cette année, par exemple, Gasly et Norris sortent de la piste au double droit du bossé, rien, pas de sanction. Et alors là, Pérez sort sans aucun contact avec Norris, Charles Leclerc se prend quand même 2 petits coups de roue, mais on a quand même vu pire. Et alors là, on envoie des 5 secondes de pénalité dans tous les sens. Alors, ok, je veux bien, mais à un moment donné, il va falloir aussi choisir ce qu'on fait. Il va falloir avoir une constance dans les décisions. Et là, c'est pas le cas. Dépasser par l'extérieur, quoi qu'il arrive, c'est plus risqué que de dépasser par l'intérieur. C'est aussi pour cela qu'une manœuvre accomplie par l'extérieur est plus impressionnante, magnifique,
est généralement plus rare parce que c'est beaucoup plus difficile à faire. Au virage 4 du Red Bull Ring, vous avez du gravier, vous n'avez pas une zone de dégagement. Si ça ne se passe pas comme prévu, vous prenez les graviers et vous perdez des places. Donc le risque que vous prenez est plus grand. Mais si vous n'êtes pas prêt à payer ce risque-là, vous tentez une autre manœuvre. Norris, il n'a pas tenté par l'extérieur sur Lewis Hamilton, il l'a croisé et puis il a essayé de faire l'intérieur sur le virage suivant. Bon, c'est la course, c'est comme ça, c'est prendre des risques. Quand vous prenez des risques, ça peut bien se terminer, mais ça peut aussi mal se terminer. Est-ce que les circuits avec plein d'asphalte comme le Paul Ricard par exemple, et encore c'est pas le plus violent en termes de track limits je trouve, est-ce que ces circuits n'ont pas donné une mauvaise habitude aux pilotes en se disant que par l'extérieur de toute façon, ça passe, il y a du bitume? Est-ce que l'on n'a pas perdu un peu l'habitude de voir justement des manœuvres de dépassement par l'extérieur où ça ne tourne pas à l'avantage de l'attaquant et où il prend les graviers car peut-être un petit peu trop optimiste par rapport à la défense que pouvait faire le défenseur. On ne peut pas toujours blâmer le défenseur si l'attaquant ne réussit pas sa manœuvre. Au final, est-ce qu'on n'a pas jugé plus sévèrement parce qu'il y avait des bacs à gravier qui ont du coup une conséquence un peu plus violente que le fait de sortir d'une piste et d'être sur un dégagement en asphalte? En vrai, c'est un long débat, j'avoue que moi-même je suis un petit peu paumé parce que effectivement, dans les 3 cas avec Pérez, les voitures étaient roue contre roue, côte à côte, et où dans ces cas-là, moi personnellement, je m'attends à ce qu'il y ait un minimum de respect, on laisse un minimum aussi la place au pilote qui est attaquant et qui est à l'extérieur. Mais encore une fois, faut trouver un juste milieu entre le respect et l'agressivité, et cette ligne, elle est toujours très très compliquée à obtenir. Encore une fois, on ne va pas demander à Norris, on ne va pas demander à Pérez de se garer sur le côté et de laisser un boulevard sur l'extérieur. C'est aussi ça, c'est aussi faire la course, c'est aussi pousser les autres à ne pas aller au bout de leur manœuvre, etc. Voilà, là, dans chaque cas, en fait, que ce soit avec Leclerc, Pérez ou que ce soit avec Norris, Pérez, dans tous les cas, les 2 pilotes voulaient aller au bout de leur manœuvre. Donc, il n'y a qu'un seul bout de tarmac, donc à un moment donné, il y en a un des 2 qui va se finir dans les graviers. Cinquième et dernière réaction, je ne pouvais pas vous laisser sans parler de Max Verstappen, évidemment. Bah oui, il faut en parler un petit peu vite fait, hein, clairement. Il a fait le grand chelem, Max Verstappen, pole, meilleur tour, victoire, et il a mené tous les tours de la course. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Je pense que ça parle de soi, hein, voilà, on va dire ça comme ça. Norris, exceptionnel aussi, ça je tenais aussi à vous en parler. Il a tout maximisé, encore plus que dans le week-end précédent, avec des circonstances qui sont peut-être légèrement exceptionnelles, on va dire, où il arrivait à tenir le rythme des Mercedes. Alors, a priori, je ne pense pas que ça durera toute la saison. Là aussi, ça va rentrer dans l'ordre, où on va avoir un Lando Norris un petit peu distancé par rapport au Red Bull et aux Mercedes sur d'autres circuits. Mais j'espère sincèrement que ce n'est pas la dernière fois, en 2021, qu'on le verra aussi haut, Lando Norris. Alors, a priori, hors Red Bull et Mercedes, c'est clairement Norris qui peut remporter une victoire cette année. Il faut peut-être un petit coup de pouce. À la régulière, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué. Il faut un petit coup de pouce. Je dirais même qu'il y a un deuxième pilote qui pourrait remporter un Grand Prix cette année. Je verrais bien un petit Carlos Sainz. Parce que Sainz, il est dans un très bon mood. Il va lui falloir un step-up supplémentaire pour aller chercher la win. Et il lui faudra, quoi qu'il arrive, un coup de pouce du destin, des petites circonstances de course exceptionnelles, mais je pense que c'est celui qui est le plus à même de choper justement l'opportunité d'aller chercher une victoire, alors qu'on a tendance à voir un Charles Leclerc peut-être un petit peu trop agressif, un petit peu trop demandeur, un petit peu trop optimiste ou ce genre de choses. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça peut aussi très bien tomber sur Leclerc. Mais je pense qu'en termes de chance, peut-être avantage à Carlos Sainz là-dessus de pas grand-chose. Allez, on se laisse avec un petit bonus, pas forcément les plus heureux, mais c'est comme ça. Coup dur pour Victor Martins en FIA F3, qui a abandonné en course 2 sur un problème mécanique à 2 tours de la fin alors qu'il tenait un podium. Le lendemain a été assez agité aussi, hein. Erreur d'appréciation de sa part face à un Arthur Leclerc, toujours un peu agressif et un petit peu optimiste. Mini touchette et l'aileron de Leclerc qui vole littéralement, là j'avoue que j'étais complètement sur les fesses. Passager, carton avec Clément Novalak qui avait absolument rien demandé, plus de peur que de mal. C'est assez ironique car la veille, en fait, Victor Martins avait réussi une manœuvre similaire où il avait dû mettre 2 roues dans l'herbe. Bref, incident de course plus qu'autre chose, je pense. C'est le métier qui rentre pour ces jeunes loups des catégories juniors. C'est pas la première ni la dernière fois qu'on verra ce genre d'incident en FIA F3. Ça arrive, c'est comme ça.
Il y a juste eu quand même des conséquences un peu violentes, mais bon, c'est comme ça aussi qu'on apprend, hein, c'est en faisant des erreurs. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve dans 2 semaines pour le Grand Prix de Grande-Bretagne à Silverstone, avec une petite nouveauté, les qualifs sprint, la fameuse course du samedi, on verra ce que ça donne évidemment. Portez-vous bien, prenez soin de vous, ciao ciao.